Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. La violence dans les manifestations s'aggrave dangereusement en Europe. Un certain nombre de députés européens et européennes tirent la sonnette d'alarme et veulent qu'une résolution soit votée sur cette question. C'est votre cas, à vous deux, Marie-Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy. Vous êtes députée européenne socialiste et démocrate. Merci d'être ici, bonjour. Et Marie-Christine Vergiat, vous êtes députée de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Merci à vous aussi, bien sûr, d'être autour de cette table. Alors, quand on parle de violence contre les manifestants, ou dans les manifestations en tout cas, on pense évidemment, nous, vous êtes toutes les deux députées européennes et françaises, bien sûr, à ce qui se passe en France avec les manifestations des Gilets jaunes, et ça depuis maintenant, non pas sur une ou deux manifestations, mais depuis maintenant 3 mois, voilà, c'est ça. Depuis le 17 novembre. Rappelons peut-être, l'une d'entre vous peut rappeler quel est le bilan tout simplement de ces manifestations en termes de violence constatée, commise, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Quelqu'un a un peu les chiffres, Marie-Christine Vergiat? On a des chiffres qui sont relativement précis. Si on croise notamment le travail d'un certain nombre de journalistes, notamment, je crois qu'on peut le citer, Daniel Dufresne qui fait un inventaire, David Dufresne, qui fait un inventaire qui est désormais publié sur Mediapart, et les chiffres du ministère de l'Intérieur. Dans les chiffres du ministère de l'Intérieur, on sait qu'il y a eu plus de 9000 tirs de LBD 40. C'est un chiffre hallucinant. Les lanceurs de balles, on revient encore une fois. Et quand on décrypte là derrière, on sait qu'il y a 188 personnes qui ont été blessées à la tête, dont 129 par des LBD 40. Alors que le LBD ne doit jamais viser la tête. Et on sait par ailleurs qu'il y a 3000 blessés, dont 1200 dans les forces de l'ordre. Je crois qu'on est d'accord, Christine et moi, pour considérer qu'il y a des violences des deux côtés, mais que la responsabilité n'est pas tout à fait la même quand on est manifestant, voire qu'on est passant, parce qu'il y a des passants qui ont été blessés, et des journalistes quand on aussi, est sur les forces de l'ordre. C'est pour ça que la gauche européenne a demandé ce débat, et demander une résolution en la matière sur droit de manifester et usage proportionné de la force. Alors on parle de la France. Je crois que la France n'est pas le seul pays européen où on voit monter ce niveau de violence en règle générale dans les manifestations. Il y a d'autres pays, Christine Revaud-Dallon, qui sont concernés par ce phénomène. Non, il n'y a pas que la France, mais je me faisais la réflexion aujourd'hui de me dire si ce qui se passe en France s'était passé en Hongrie, en Roumanie, en Pologne, on serait tous vent debout en disant rupture de l'état de droit, respect des droits fondamentaux, etc. Et là, parce que c'est la France, il est extrêmement compliqué de pouvoir mettre la question sur la table et de pouvoir la mettre en disant oui, on a là une vraie difficulté parce que ce n'est pas acceptable que des armes provoquent des blessures, voire un mort. Il y a quand même eu un mort au-delà des blessés, et sur lequel Marie-Christine a raison sur les chiffres, mais il faudrait aller même plus loin. Et normalement, et nous devons demander à la ministre de la Santé de donner les chiffres parce qu'elle y a accès. Toutes les personnes qui se sont rendues aux urgences et qui ont eu des blessures qui sont parfois, leur vie est fichue. Quand vous perdez une main, quand vous perdez l'usage d'un œil, la vie est fichue. Et tout cela parce qu'ils manifestaient, parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est juste pas acceptable. La question de la sécurité quand on manifeste, elle est valable pour toutes les parties. Et l'objet, encore une fois, et la tentation que pourrait avoir parfois ce gouvernement de dire que ce sont que des hordes de sauvages chez ces manifestants, qui est totalement faux. Enfin, regardez les manifestations, mais pas qu'à Paris, regardez partout en province. C'est pas ça le sujet. En revanche, l'utilisation de ces armes provoque des accidents qui bouleversent des vies. Et sur ces armes, il faut agir et il faut qu'elles soient
interdites. On ne doit pas les utiliser en manifestation. On va reparler du contenu de la résolution. Mais vous le disiez il y a quelques instants, notons-le, on a mis du temps à démarrer dans l'opinion et même dans la presse sur cette question de la violence dans les manifestations, comme si au départ, après tout, c'était le risque du métier de manifestant que d'aller recevoir une balle dans le visage quand on va manifester. On a été assez lent à réagir, assez lent à la détendre, si je puis dire, dans un mauvais jeu de mots sur cette affaire. On s'habitue petit à petit à des formes de violence. Ces violences contre les manifestants, elles ne sont pas nouvelles. Moi, je vis en Seine-Saint-Denis, en plus, donc je sais comment les forces de police interviennent dans les quartiers populaires. Et c'est cette manifestation, cette violence qu'on a vue notamment en 2005. On oublie que le point de départ en 2005, c'était la façon dont les forces de police ont nié le fait même d'avoir poursuivi ces deux jeunes. Et ces méthodes-là, elles ont été transposées vis-à-vis des manifestants au moment de la loi travail. Et c'est la même dégénérescence que l'on voit en la matière. Alors, et qu'est-ce qu'on a vu là, très précisément? C'est qu'on a des forces qui sont habituées au maintien de l'ordre et des forces qui ne sont pas habituées au maintien de l'ordre. Celles qui ont l'habitude d'intervenir sur les émeutes de banlieue. Et on se tait. Quand c'est les émeutes de banlieue, on se tait. Là, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Ce que l'on voit derrière les gilets jaunes, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Alors oui, on a été lent à réagir, mais il y a une réaction, et c'est une réaction saine. Parce qu'il faut s'interroger. Moi, ce que je condamne, notamment dans l'attitude du gouvernement, c'est de mettre dos à dos les manifestants et les forces de l'ordre. La responsabilité n'est pas elle même. On est en France. En France, on a sacralisé la question du droit à la sûreté. Ce n'est pas juste le droit à la sécurité. Le droit à la sûreté, c'est la sécurité, y compris vis-à-vis de l'État. Donc non, l'État, les forces de l'ordre sont là pour protéger les manifestants. C'est ça qu'il faut dire d'abord, protéger les manifestants. Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels ça se passe, ce qu'on est en train de dire là? Est-ce qu'il y a des pays qui se comportent mieux dans les manifestations vis-à-vis des manifestants? Ou est-ce que c'est un cas finalement assez généralisé? Ah non, la France est exemplaire avec son utilisation de ses grenades et de ses balles de défense, malheureusement. Mais en Espagne ou aux Pays-Bas, il y a des unités de médiation et qui permettent par la discussion d'apaiser les choses, en Allemagne également. En fait, la France est un petit peu là... Le mouton noir de l'Union européenne. Et de temps en temps, il faut le rappeler. Et encore une fois, pas considérer, parce qu'on est le pays des droits de l'homme, que finalement tout va bien en France, quoi qu'il arrive. Là, en ce moment, ce qui se passe, ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Et que par ailleurs, moi je vais vous dire, j'ai été vraiment choquée. Je vois sur les réseaux sociaux, quand on voit des casseurs qui se mettent à fracasser un abribus ou à fracasser des guichets de banque, ils sont filmés. Et moi, je vois sur la vidéo, ils sont filmés, il n'y a aucune force de l'ordre qui est là pour arrêter. En revanche, ceux qui sont là pour filmer ceux qui font ça, mais il n'y a aucune force de l'ordre. Il n'y a que des passants. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, ces passants? Un manifestant a été filmé pendant 4 heures. Ça sert à quoi? À un moment donné, on a des forces de l'ordre. Elles sont là pour assurer la sécurité de tout le monde. Et d'abord, celle des manifestants. Elle n'est pas là pour laisser faire ce genre de choses et après dire il y a eu des dérapages. Vous comprenez? Il faut qu'on réponde. C'est un non-sens. À quoi Je veux juste dire un bémol. Moi, je suis pour qu'on cite les pays exemplaires. Je citerai plutôt que l'Espagne. Je citerai plutôt l'Allemagne et le Royaume-Uni et les pays du Nord. Parce qu'on est aujourd'hui le premier jour des procès des prisonniers politiques de Catalogne. Donc il y a eu beaucoup de violence il y a 2 ans. Ce n'était pas le même gouvernement. Mais il y a eu énormément de violence et là aussi on s'est tu. Là aussi, on s'est tu, on a été nombreux à bagarrer, enfin un certain nombre ici à bagarrer, pour qu'on dénonce les violences policières qui ont eu lieu au moment du référendum. Quoi qu'on pense, je dis, c'est pour ça que je ne veux pas laisser aujourd'hui, c'est le début du procès des Catalans, donc on ne peut pas dire que tout est idéal. On en parlera dans un autre débat des Catalans. Je voudrais dire, puisque vous avez abordé toutes les deux la question, la France et les droits de l'homme, que le Conseil de l'Europe, qui se situe à quelques mètres d'ici, par la voix de sa commissaire aux droits de l'homme précisément, a déjà alerté sur une situation anormale dans un pré-rapport qu'elle a fait. Elle va faire un rapport plus complet dans les jours qui viennent, mais dans son pré-rapport, elle a déjà constaté que la France n'était pas dans les clous
des droits de l'homme compte tenu des violences qui effectivement avaient lieu dans ces manifestations. Donc là, au niveau européen, c'est constaté et pour la résolution sur laquelle nous travaillons, parce qu'on essaie toujours ici de trouver des pistes européennes pour sortir d'un pays. Parlons-en de ces pistes sur lesquelles vous travaillez. Pour notre groupe, c'est une Allemande qui est responsable et qui travaille avec Marie-Christine, qui est responsable pour son groupe. Et l'idée, c'est bien cela, c'est bien de regarder et de toujours avoir cette position, pas centrée sur un pays, mais des bonnes pratiques et, quand il le faut, et là réellement sur l'utilisation de ces armes, il faut réellement qu'il y ait une interdiction et qu'elle soit clairement dite, clairement posée et qu'il y ait un vote majoritaire au Parlement européen. Alors en France, disons qu'il y a une loi qui est en train de passer, là, la loi qui ne va pas du tout dans ce sens-là tout de même, la loi anti-casseurs entre guillemets, qui restreint, qui prend, disons, le problème du bout. Il faudrait encore plus restreindre le droit de manifester pour arriver à quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez ? La question du droit de manifester, c'est une déclinaison, je dirais, de deux grandes libertés fondamentales que sont la liberté d'expression et la liberté d'association. Le droit de manifester, c'est le droit de s'exprimer ensemble, quelque part. D'accord. Non, mais c'est une liberté fondamentale. On ne touche pas aux libertés fondamentales comme on veut. Et on ne touche pas aux libertés fondamentales de façon générale et absolue, notamment. Or, c'est ça qu'on fait en France. Notamment que quand on veut encadrer des libertés fondamentales, il faut que ce soit sous le contrôle du juge judiciaire. Que fait la France ? Elle fait exactement le contraire, puisqu'elle soumet les autorisations de manifestation à autorisations administratives. C'est quand même ça qui est derrière. Donc on donne le pouvoir à l'exécutif par rapport au judiciaire. Le protecteur des libertés fondamentales, c'est le juge judiciaire. On ne peut pas se dispenser de ça. Alors, ça a toujours été une bagarre en France, entre la droite et la gauche, sur la question de l'indépendance de la justice. Le juge judiciaire, c'est pas pour rien qu'il est là. Et c'est pas pour là qu'à chaque fois que la droite revient au pouvoir, on doit se battre pour garder, conserver cette justice indépendante. Alors, en dehors de l'interdiction de certaines armes dont vous parliez, et qu'on connaît tous, puisqu'on entend parler tous les jours, j'allais dire, si on revient un tout petit peu en arrière de votre expérience d'élu, de votre expérience d'observatrice de ces phénomènes, j'allais dire, à quel facteur est-ce que vous attribueriez cette montée des violences dans les manifestations aujourd'hui dans un certain nombre de pays en Europe, spécialement en France, même un peu nouveau, vous disiez c'est pas tout à fait nouveau, mais si quand même ça l'est par l'ampleur du phénomène à l'heure actuelle. Quand vous réfléchissez, vous vous dites ça vient de quoi? Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle en Europe? Je ne sais pas s'il y a une augmentation des violences. Ce dont je suis sûre, par rapport à ce qu'on assiste en France, ce à quoi on assiste en essence, c'est qu'on est dans une spirale de la violence. Or, les grands principes par rapport à l'encadrement des manifestations, c'est au contraire, Christine en parlait, la doctrine de la désescalade. C'est-à-dire que les forces de l'ordre doivent éviter d'aller au corps à corps, comme on dit. Elles sont au contraire là pour essayer de calmer le jeu, etc. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit des forces de police qui agissent à petits groupes et qui vont au contact des manifestants, et on se demande au contact de qui ils vont. Donc on est... Et en plus, sans qu'on sache effectivement contre qui il tire. Cet usage de la violence et de la force est quelque chose d'incompréhensible et d'inimaginable. Ce que l'on oublie avec les Gilets jaunes, c'est que l'immense majorité d'entre eux, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de manifester. Donc ils sont dans une situation par rapport aux forces de police où ils voient des policiers qui les agressent quelque part. Et donc, on rentre dans une spirale de la violence. Beaucoup de policiers ne sont pas non plus vraiment habitués à gérer ce type de situation. Tout à fait. Mais quand on regarde les statistiques de l'Inspection générale de la police nationale, c'est très intéressant. On voit que toutes les forces de police qui sont incriminées sont justement ces brigades anticriminalité, ces forces de police qui n'ont pas l'habitude du maintien de l'ordre. Quand on regarde les forces de police qui ont l'habitude du maintien de l'ordre, on a 2 cas, je crois, qui ont été reprochés notamment à la gendarmerie et rien au CRS. C'est tout contre ces policiers qui ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés. C'est une des choses qu'on tient à mettre dans notre résolution.
Le maintien de l'ordre, ça ne s'invente pas. Il faut être formé pour ça. Et dans le cadre de cet exercice du maintien de l'ordre, on n'utilise pas les armes comme quand on est face à un criminel. En tout cas, très et qu'on veut clairement, arrêter un criminel. pour répondre à la question, je pense que le projet de loi anti-manifestation qui est en débat entre l'Assemblée et le Sénat et qui venait au départ de la droite très très dure du Sénat, et à l'époque je me souviens qu'y compris le gouvernement n'en voulait surtout pas, mais c'était avant le 17 novembre. C'était le même gouvernement, mais avant le 17 novembre, tellement c'était anti-liberté fondamentale, et il n'y a pas un juriste, un associatif qui vous expliquera, ce n'est pas possible. Ça, c'est mettre de l'huile sur le feu. Ce n'est pas comme ça qu'on arrive à cette désescalade. Il faut calmer le jeu, il faut arrêter avec les armes, et il faut arrêter de considérer qu'une personne qui manifeste est a priori une personne violente. C'est plus possible, quoi. On est dans un état de droit, il faut qu'il revienne cet état de droit. Comment vous sentez l'ambiance, j'allais dire, au niveau européen, bien sûr ici au Parlement, mais au-delà, j'allais dire, dans l'Europe, il y a une sensibilisation aujourd'hui des milieux politiques à cette question de la violence dans les manifestations. On sent qu'il y a des forces qui veulent aller vers la désescalade ou pas? Ce que je n'aime absolument pas, c'est que finalement on parle beaucoup de ça, pour surtout ne pas parler de la raison pour laquelle il y a des gens qui ont mis un gilet jaune et qui tous les week-ends vont manifester, et c'est l'urgence sociale et fiscale. Et là-dessus, il y a aussi malheureusement une récupération politique malsaine, et qui fait qu'on doit être sur les deux fronts, nous. On doit se battre pour plus d'égalité sociale et fiscale, et pour arrêter avec ces politiques qui sont contre les libertés fondamentales. Mais c'est assez abject d'utiliser l'une pour mettre sur le tapis tout ce qu'il faudrait faire en matière sociale. On a de plus en plus affaire à des politiques sécuritaires. C'est la sécurité d'abord, l'ordre public d'abord. Et on oublie les principes fondamentaux. On est face à des gouvernements et le commissaire hier l'a encore fait, qui nous rappellent les grands principes. Mais les grands principes, ils se confrontent à des réalités. Et si on n'est pas capable de mettre en œuvre ces grands principes dans la réalité, c'est pas la peine. Une des choses qui fait la désespérance de nombre de citoyens européens, c'est qu'ils considèrent qu'il n'y a plus de démocratie. Et ce que tu dis sur les revendications, c'est tout à fait exact. C'est des revendications sociales, et on les cache. C'est pas par le moyen des armes qu'on va régler cette question. Mais au-delà de la force, parce qu'il y a les armes, mais il y a aussi les centaines et les centaines d'interpellations, les condamnations. Alors que les policiers, eux, les soi-disant manifestants casseurs sont en comparution immédiate, alors que du côté des policiers, on a droit à une enquête de l'inspection générale de la police nationale. On n'est pas dans le même tempo. Or, il doit y avoir une égalité devant la loi. C'est aussi un de nos grands principes. Merci à vous deux. On continuera bien sûr à suivre ce débat important, ce débat national et européen. Merci d'en avoir parlé. Rendez-vous jeudi à midi pour le vote. Et rendez-vous jeudi à midi, bien sûr, pour le vote. Merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir, à bientôt.